La prophétie, livre 3, l'esprit léopard. Un livre autobiographique de Declan Rigne. Avec les voix de Claudine Abdelkader et d'Alexandre Michalak. Avertissement. Certaines scènes érotiques explicites se trouvent dans cette œuvre. L'écoute en est donc réservée à un public. Chapitre 6. Nuages de guerre. Une mouche cherche à entrer dans ma narine gauche, collante, insistante, je devrais dire agaçante, et je suis agacé. La baffe que je me colle sur le nez l'a certainement pulvérisée, mais elle a surtout pour effet de me réveiller en sursaut. La première chose dont je prends conscience est le visage stupéfait de Nathalie penchée sur moi. La deuxième est que j'ai le nez en compote. Comme propulsé par un ressort, je m'assieds sur le lit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nathalie est sidérée, incapable de répondre. Elle me regarde fixement, la bouche ouverte, les yeux écarquillés. Je me frotte le nez, plus de peur que de mal, mais le réveil a été brutal. Je ne sais même pas si je l'ai eu. La sidération de Nathalie s'estompe. Elle balbutie. Que tu as eu quoi ? Comme si la chose allait de soi, je réponds étonné. La mouche. Cela vient d'abord de façon quasi imperceptible, puis la vague prend de l'ampleur, gonfle lentement et éclate. À mon tour d'être sidéré, le fou rire qui secoue Nathalie ne semble pas possible à contenir. Assise en tailleur, je croise les bras sur la poitrine et attends patiemment que la vague passe. Les larmes aux yeux, Nathalie s'essuie les joues avec le bord de son t-shirt. Mais, il n'y avait pas de mouche. Elle semble réaliser tout d'un coup que je ne me suis pas raté. Elle passe du fou rire à l'air le plus penaud et le plus désolé du monde. Elle prend une mèche de ses cheveux et me la montre. C'était seulement ça. Mon Dieu, je suis désolée. Tu as mal ? Je ne réalise pas tout de suite. Non, ça va, c'était juste une baffe. Et lorsque je comprends, c'est à mon tour de rire. Nathalie ne sait trop quelle contenance prendre. Je suis désolée. C'était pour te réveiller. Il est presque 10h30. Je n'aurais jamais pensé que... Je bondis du lit, comme si j'étais assis sur un serpent. À cet instant, je vois bien qu'elle doute nettement de mes facultés mentales, et qu'elle pense que la baffe a certainement court-circuité un peu plus que quelques neurones. Je reviens à quatre pattes sur le lit, lui fais un bisou rapide. Excuse-moi, je devais répondre avant 10h. Ndom et sa femme nous ont invités à déjeuner. Est-ce que tu es d'accord ? Il lui faut quelques secondes avant de tout recaler dans sa tête. Ndam ? Le docteur Ndam ? Oui, pas de problème. Je lui laisse à peine le temps de terminer sa phrase. Je me relève et bondis sur le téléphone. Je ne me rends même pas compte que je suis debout tout nu, au milieu de la pièce. Allô, Patrice, c'est Jean. Excuse mon retard, juste pour te dire que c'est d'accord pour le déjeuner. Ah ok, à la piscine du club, un barbecue, 12h30. Pas de problème, on prend les maillots. À tout à l'heure, mes amitiés à Marie. Je raccroche. Nathalie est assise en tailleur au milieu du lit, un sourire rêveur au coin des lèvres, les coudes sur les genoux, le menton dans les mains. Elle paraît très absorbée dans la contemplation de mon anatomie. Je réalise soudain que je suis aussi nu qu'Adam dans le jardin d'Éden. Essayant de garder un maximum de dignité et de décontraction, je repose le combiné sur son socle et reviens vers le lit. Sans chercher à me couvrir, je m'allonge près de Nathalie, prenant un air aussi sévère que je le peux, ce qui a pour seul effet de redéclencher son hilarité. Je lui prends les mains. Bonjour d'abord, et ensuite, parlons un peu de cette mouche. Contenant avec peine un sourire qui ne demande qu'à repartir en rire, elle caresse ma joue. Bonjour, Diane. Tu as la joue un peu colorée, mais rien de grave. Pourquoi diable t'es-tu mis une pareille gifle ? Je la regarde, l'air sévère. C'était dans mon rêve, une mouche cherchait obstinément à entrer dans mon nez. Pardon, je n'aurais jamais imaginé que tu réagisses comme ça. Elle s'interrompt un instant. Ses yeux pétillent de malice. Heureusement que j'ai renoncé à ma première idée. Qui était ? De te chatouiller avec mes cheveux, mais beaucoup plus bas.
J'imagine le désastre. Elle n'a pas le temps de réaliser que je l'ai déjà retournée comme une crêpe. Elle pousse 2 ou 3 petits cris, mais la coquine, au lieu de chercher à se dérober à la fessée, cambre les reins et s'offre avec un gémissement ressemblant fort à un miaulement. Impossible de me résoudre à claquer ces adorables rondeurs, ne serait-ce qu'en penser. Le spectacle du t-shirt retroussé, sur cette cambrure avec ses 2 fossettes et ses 2 fesses rebondies, est si attendrissant que je remplace ma main vengeresse par des baisers que j'espère aussi doux que cette peau de soie. La cambrure s'accentue, comme pour m'encourager à un peu plus d'audace. Caressant les fruits offerts, je murmure. Nous avons 2 heures devant nous et... Une petite voix étouffée par l'oreiller me répond. Oh John, mange-les s'il te plaît. L'heure qui suit nous retrouve sous la douche, à languis, flottant sur le petit nuage que Cupidon nous a obligeamment prêté. J'ai déjà lavé Nathalie de la tête aux pieds et à son tour, elle s'occupe de moi. J'ai beau essayer de me concentrer sur une tache au plafond, rien n'y fait. Ce réflexe masculin est incontrôlable. Ruisselante, ses cheveux plaqués le long de son visage, elle noue ses bras à mon cou et me donne un baiser mouillé. Je sais que c'est toujours meilleur la deuxième fois, mais là, nous n'avons plus le temps. Allez, viens te sécher. Et elle me tire de la douche avec autorité. Afin de pouvoir faire honneur à l'invitation de nos hôtes, nous n'avons avalé qu'un café et quelques fruits. Notre traditionnel petit déjeuner à l'américaine aurait été fatal au barbecue. J'aide Nat à grimper dans le patrol. Débardeur, short en jeans et tongs aux pieds, excepté les couleurs qui diffèrent, nous avons choisi le même uniforme. J'avais pensé au début ne prendre qu'un sac pour y mettre nos affaires, mais Nathalie m'a fait remarquer que cela pouvait laisser penser que nous ne partagions pas qu'un sac. J'ai donc pris le parti de mettre ma serviette sous le bras. La besace de toile que Nathalie porte à l'épaule contient sa serviette, plus quelques accessoires typiquement féminins, et son maillot. Pour ma part, j'ai choisi d'enfiler directement le mien. Je stoppe le patrol juste devant les 3 marches qui mènent à la terrasse du club et à la piscine. Le 4x4 de Patrice est là. Ils doivent nous attendre. Nathalie me précède. À peine a-t-elle accédé à la terrasse que les applaudissements fusent. Il y a beaucoup de monde à la piscine du club ce midi. Plus des 3/4 des transats sont occupés, et il n'est personne qui ne se soit levé pour applaudir à l'apparition de Nathalie. À la façon dont elle mordille sa lèvre inférieure, je la sens très émue. Après avoir serré quelques mains, en particulier celle de la fine équipe des Sugar Rock, je rejoins la table où Liendom nous attendent, tandis que Nathalie s'attarde auprès de ses admirateurs. Patrice s'est levé et me donne une accolade à étouffer un éléphant. Je suis sûr qu'il pourrait broyer un lion entre ses bras puissants et sa poitrine de taureau. Malgré cette stature imposante et sa musculature impressionnante, il émane de lui une grande douceur qui gomme dans l'instant son aspect intimidant. « Ah, Jean, je suis heureux que tu aies pu te libérer. » Ses yeux pétillent de malice. Y a-t-il un sous-entendu dans cette petite phrase ? Me libérer de quoi ? Me libérer de qui ? Bref, après cette effusion démonstrative de Patrice, je vais saluer sa femme. Marie est un beau spécimen, sans doute aussi grande que Nat. Elle est bâtie comme une adepte de fitness. Malgré cette carrure hors norme, elle réussit cependant à rester très féminine. Sans doute les traits de son visage d'une grande noblesse et d'une grande beauté. Son mari est en Bermuda avec une chemise à manches courtes de coton blanc. Quant à elle, elle a simplement noué un pagne sur ses hanches par-dessus son maillot. Après avoir fait le tour de ses admirateurs et serré moult mains, Nathalie nous rejoint. Spontanément, à la française, elle fait la bise à nos 2 amis. Patrice nous fait signe de prendre place et s'assied en dernier. Nathalie s'excuse. Désolée, mais je ne m'attendais pas à cet accueil. J'aurais craint de vexer quelqu'un si je n'avais serré quelques mains. Patrice sourit. La rançon de la gloire, il faudra vous y faire. Maintenant vous êtes une star à Sanara. Avec votre talent et votre beauté, tout le monde ici se considère comme privilégié d'avoir pu assister à votre concert. Le compliment est si galamment tourné que Nathalie en rougit jusqu'aux oreilles. Marie intervient. Patrice a raison. Vous avez été extraordinaire sur cette scène. Mais puis-je me permettre, quel est cet accent, celui que vous preniez pour certaines chansons ? Nathalie a un petit sourire.
J'ai des origines irlandaises, mais je suis née à Houston, ce qui fait de moi une fille du Sud. De plus, depuis toute petite, j'allais souvent en vacances dans le ranch des amis de mes parents, où j'ai appris à monter à cheval et à aimer la musique country. Je suis donc aussi une Texane, et cet accent, c'est celui de mon enfance. J'ai réussi à le maîtriser au fil des années, car s'il est adapté à la chanson country, il l'est beaucoup moins dans une université ou dans les bureaux d'une ambassade. Marie a l'air intéressée. Voulez-vous bien nous en donner un échantillon, s'il vous plaît? Patrice et moi parlons correctement anglais, et nous voudrions savoir si nous le comprenons tout aussi bien avec votre accent texan. Amusée, Nathalie répond. Si vous voulez. Le serveur vient nous apporter les hors-d'œuvre, ce qui lui laisse le temps de la réflexion. Parmi les citations les plus courantes de Shakespeare, il en est 2, tirées d'Hamlet, que j'ai gardées en mémoire. On va essayer. Je vais vous les dire avec l'accent texan. Je vous préviens, ça risque de vous écorcher les oreilles. C'est comme si l'on récitait du Molière avec l'accent de Marseille. Elle boit une gorgée d'eau, s'éclaircit la voix et... I must be cruel just to be human. Beginning painful, the worst is yet to come. Une brève inspiration, et Nat poursuit. Doubt that the stars are full of flame. Doubt that the sun turns. Doubt of the truth itself. But never doubt that I love you. La deuxième citation m'est destinée, j'en suis sûr. Je ne sais par quel miracle j'ai pu comprendre ce que vient de dire Nat. Sans doute sommes-nous connectés. Je suis certain d'avoir entendu ce qu'elle pensait, davantage que ce qu'elle disait. Parce que là, c'est comme si elle avait parlé avec une patate chaude dans la bouche, en se pinçant le nez. Les grimaces simultanées de Patrice et Marie se passent de commentaires et sont suffisamment éloquentes pour comprendre que Shakespeare s'accommode assez mal d'une diction texane. Pour faire oublier ce moment discordant, Nathalie répète les mêmes citations dans l'anglais le plus académique qu'elle peut prononcer. Un puriste noterait sans doute qu'elle est bien américaine, mais aucun de nous trois ne l'est, et elle a le droit à nos discrets applaudissements. Patrice en particulier la félicite et lui demande dans un anglais parfait. Si j'en crois ce que m'a dit Jean, vous avez 2 doctorats, vous parlez et écrivez couramment 4 langues, dont le gaélique. Vous nous avez fait hier soir une démonstration époustouflante de vos qualités de chanteuse et de musicienne. Vous citez Shakespeare sans trembler. J'ai juste une question. Y a-t-il une chose que vous ne savez faire ? Par jeu, Nathalie la facétieuse lui répond, avec l'accent texan le plus authentique et le plus appuyé qu'elle peut trouver. Hélas, il y en a tant. Mais parmi mes autres talents, je crois pouvoir dire que je monte à cheval très correctement et que je ne nage pas trop mal. Elle ajoute. Et si vous le souhaitez, nous pouvons poursuivre toute la conversation dans mon jargon du Sud. Elle se tourne vers moi et revient à l'anglais courant. Mais je doute que John arrive à suivre. Patrice vient à mon secours. Je suis aussi perdu que Jean. On peut dire que c'est très particulier. Je n'avais encore jamais entendu parler anglais comme cela, et, avec votre permission, je reviendrai au français. Pendant le reste du repas, la conversation va donc se poursuivre en français. Sans entrer dans les détails, Nathalie explique son cursus au Wyndham et donne quelques explications sur sa mission. Sans l'affirmer, elle laisse entendre que nous nous sommes connus à la réunion préparatoire au siège, ce qui n'abuse pas Patrice une seconde. Avec le plus grand sérieux, il s'exclame. « Ah, et moi qui me demandais comment vous aviez bien pu vous rencontrer. » Et sans transition, « Vous avez une bien jolie bague. » Subjuguée, Nathalie lui abandonne sa main. Patrice examine attentivement le bijou. Il semble que ce soit un très beau diamant jaune, comme on n'en trouve pas très loin d'ici, en Centrafrique. Mes compliments, la monture est très belle, surtout avec ses symboles tchadiens. Votre bijoutier est un véritable orfèvre. Il ne pouvait pas nous dire plus clairement qu'il sait tout, enfin presque, de notre relation. Il le fait à l'africaine, sans nommer les choses. C'est aussi une façon de nous dire qu'il est très heureux pour nous. Les yeux de Marie nous disent la même chose et ajoutent « Ne vous inquiétez pas, votre secret sera bien gardé. » Nathalie retrouve son calme. Sans doute sent-elle toute la bienveillance de cet homme et l'amitié qu'il a pour moi. Tout est bien. La saison des pluies approche. Le soleil est un peu voilé et il ne fait pas trop chaud. Le café pris, nous nous installons dans les transats au bord de la piscine.
Ces dames s'éclipsent un instant vers le pool house. Patrice est assis au bord de son transat. Il se penche vers moi, ses yeux au fond des miens. Jean, vous êtes faits l'un pour l'autre. Je ne sais trop comment le dire, mais je ressens quelque chose de spécial. Vous n'êtes pas un couple ordinaire. Ne retourne pas à Zombieland, tu n'y survivrais pas. Il me prend les mains. Jean, mon frère, divorce et épouse-la. Je ne sursaute même pas, juste un sourire. Tu sais, Patrice, je ne crois pas qu'elle accepte. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais Nathalie est un peu différente de la plupart d'entre nous. Patrice a un petit rire. Ah ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Bien que nous soyons à l'écart et que personne ne puisse nous entendre, je me penche davantage vers lui. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ça va te sembler paradoxal. Elle sait très bien qu'elle est la maîtresse d'un homme marié. C'est même ce qu'elle voulait, une simple relation de tendresse. Pas plus que moi, elle n'avait prévu que nous allions tomber amoureux, avec cette force, cette profondeur, cette intensité. Tout comme moi, elle est formidablement heureuse de ce qui lui arrive, mais elle en est aussi très malheureuse, car elle sait que le jour où nous déciderons d'être ensemble, il y aura de la souffrance pour ma femme, mes enfants et moi. Nous en avons à peine parlé, mais je sais ce qu'elle voudrait. Elle voudrait que nous attendions que mes enfants soient lancés dans la vie et que ma femme ait trouvé quelqu'un, de façon à ce que personne ne se retrouve seul. Je sais qu'elle a assez d'amour en elle pour attendre, même si pour cela nous devrons être séparés quelque temps. Elle voudrait que tout se passe en douceur. Elle ne supporterait pas que quiconque soit malheureux pour qu'elle puisse être heureuse. Patrice a l'air très touché de ce que je viens de lui dire. Il se frotte le nez entre le pouce et l'index. Il fait toujours ça lorsqu'il est ému. C'est vraiment un être exceptionnel, un tel niveau d'empathie n'est guère habituel. C'est cet instant que choisissent les deux femmes pour nous rejoindre. Elles sont magnifiques, la blonde et la brune, la blanche et la noire. Toutes deux sont moulées dans un maillot une pièce. Marie, bleu électrique, qui fait ressortir sa carnation brune. Nathalie, rouge carmin, qui souligne sa silhouette de rêve. Nat pose son sac sur un transat à côté de sa serviette. Alors, les âmes, ça ne vous dit rien? Les deux femmes descendent dans l'eau par le petit escalier et à large brasse s'éloignent vers l'autre extrémité du bassin. Je me retourne vers Patrice. Son expression a changé, comme si un nuage passait sur son visage. Je le dévisage, perplexe. Un problème ? Un sourire qui ressemble plus à une grimace. Vous êtes vraiment très beaux tous les deux. Ok, mais ce n'est tout de même pas ça qui t'attriste, à moins que tu ne craignes que nous fassions un peu trop couple. S'il n'y avait encore cette ombre dans les yeux de Patrice, je dirais que ma réflexion l'amuse. Non, ne t'inquiète pas. Et même si vos masques sont transparents pour un Africain, a fortiori lorsqu'il est ton ami, aucun de tous ces blancs ne voit plus loin que le bout de son nez. Il a un large geste de la main pour désigner les blancs qui font bronzette tout autour de la piscine. Non, ce n'est pas ça qui me préoccupe. Bien, c'est quoi? La météo? Patrice me fixe d'un de ces regards qui vous touchent le fond de l'âme. En quelque sorte, mon ami, en quelque sorte. Gros soupir. Ce qui m'inquiète, ce sont les nuages de guerre. Sa voix est si basse, si grave, qu'elle me met la chair de poule. Tu es sérieux? Il triture ses doigts. Hélas, je ne le suis que trop. Le Tchad était plus ou moins en paix depuis 2 ans, mais ce régime commet tant d'exactions sur les populations du Sud que la révolte gronde. Des gens vont mourir, bientôt. Le contraste entre l'image paisible de ce petit monde somnolent sur les transats ou nageant dans la piscine et les paroles terribles que je viens d'entendre est si saisissant que j'en reste abasourdi. Patrice Ndom n'est pas homme à parler à la légère. Outre le fait que nous avons toujours plaisir à nous retrouver, c'était aussi pour me dire ça qu'il nous a invités à déjeuner. Je le regarde fixement. Tu en as trop dit ou pas assez? Où en est-on? Dois-je craindre pour la sécurité de Nathalie? Il me prend la main. Non, ne t'inquiète pas. Des maquis sont en train de se constituer, mais rien ne bougera avant plusieurs mois. Je demande. Et la plantation? Rien à craindre. À moins d'imprévu, aucun des deux partis ne s'en prendra au complexe. Personne n'a intérêt à tuer la poule aux œufs d'or. Je suis même certain que les circuits de vente et d'approvisionnement seront protégés. Qui est au courant? Peu de gens. Sur le complexe, aucun, à part toi, Marie et moi. Mais Jamena a des espions partout.
et ils ont dû avoir la puce à l'oreille, car les effectifs des garnisons Goran se renforcent depuis 15 jours. J'avoue être un peu déstabilisé, mais ce que je me demande surtout, c'est comment Patrice a toutes ces infos. Je pose la question. La réponse est brève. Joker. Je me gratte la tête. Est-ce que tu m'autorises à transmettre au siège ? Patrice, qui regardait obstinément le sol de ciment teinté, relève la tête. Bien sûr, c'est pour ça que je t'en ai parlé. Mais par quel moyen ? Je réfléchis tout haut. Un courrier, même par UTA, trop dangereux. Il pourrait être intercepté entre ici et Djamena. Puis-je en parler à Nathalie ? Patrice demande. Dans quel but ? J'ai cru comprendre qu'elle avait des fréquences cryptées pour communiquer avec l'ambassade de Djamena. Je souris, ce qui surprend Patrice. Jusqu'à présent, elle les a utilisées avec Zoro pour commander du whisky. On pourrait passer par eux en leur disant que Nat tient l'info de la plantation, et que le moins qu'ils puissent faire est d'en informer le siège, par leur ambassade de Paris. Patrice réfléchit quelques secondes. Vous partez quand, Nathalie et toi ? Dans une semaine, lundi en 8, sur le Cameroun. On reste quelques jours, ensuite on termine par le Gabon. Patrice a l'air soulagé. Ok, ça marche. Parle-lui en ce soir. Zoro fait un vol sur Djamena demain matin. Si elle est d'accord, elle n'aura qu'à lui confier son message avant le décollage. Je suis tellement absorbé par notre conversation que je ne les ai ni vus ni entendus approcher. Ce n'est qu'à leur ombre jumelle que je me rends compte de leur présence, leurs ombres, mais surtout les yeux de Patrice. La gravité de son regard a laissé place à une lueur admirative. Je me retourne d'un bloc. Nat et Marie sont juste derrière moi. Silhouette de naïade. Les deux femmes sont magnifiques dans le soleil. Elles récupèrent leurs serviettes, s'essuient avec application. Je réalise que nous ne sommes pas les seuls à les admirer. Encore quelques minutes et la moitié de la jante masculine, présente autour de cette piscine, sera affligée d'un strabisme convergent, incurable. Nathalie s'assied à côté de moi, Marie à côté de Patrice. Nat achève de sécher ses cheveux, sort une brosse de sa besace et entreprend d'y remettre un peu d'ordre. Elle est si belle. Je ne sais comment, je résiste à l'envie de la prendre dans mes bras. Elle se tourne vers moi. Je dois avoir une drôle de tête, mais ni plus ni moins que Patrice, qu'elle dévisage en fronçant légèrement les sourcils. Eh bien, messieurs, en voilà des mines de conspirateurs. On dirait que l'on a manqué un épisode. À regarder Marie, je sais qu'elle a compris de quoi nous discutions. D'un sourire, elle chasse les vilains nuages. Vous savez bien, Nathalie, que lorsque les hommes discutent entre eux, c'est toujours très important. Le reste de l'après-midi va se passer entre bronzettes, baignades et longues discussions sur les mentalités et les mœurs comparées des sociétés françaises et américaines, celles du Texas en particulier. Le soleil commence à décliner, il va falloir songer à se replier avant que les moustiques n'entrent en action. Bertrand de Valois vient vers nous. « Pardon de vous déranger » et s'adressant à Nathalie, « Excusez-moi Nathalie, mais je viens d'être informé d'un gros souci sur une de nos pépinières et je crains de ne pouvoir vous accompagner en brousse demain matin pour vous relever. » Je sais que le programme de Nathalie est plutôt tendu et le temps qu'elle a consacré à la préparation du concert d'hier soir n'a rien arrangé. Il serait ennuyeux pour elle, et surtout injuste, qu'elle soit en plus pénalisée par ce contretemps. J'interviens. Je crois que ça va pouvoir s'arranger. Ne vous inquiétez pas Bertrand, je l'accompagnerai. En l'espace d'une minute, l'expression du visage de Nathalie a viré de l'inquiétude au soulagement, puis à la joie qu'elle a du mal à dissimuler, quand elle réalise que nous allons passer toute une matinée seuls en brousse. Bertrand a retrouvé le sourire. Ouf, je ne savais vraiment pas comment régler le problème. Si vous avez besoin d'une info quelconque, n'hésitez pas, je serai toujours joignable par radio. Il s'adresse tout spécialement à Nathalie. Pas d'inquiétude, j'en connais le terrain comme sa poche. Et est-ce une taquinerie ? Vous serez entre de bonnes mains. Nathalie a du mal à réprimer un fou rire. Oh, mais je ne suis pas inquiète. Bertrand prend congé, nous souhaitant une bonne soirée. Quelques minutes, et nous en faisons autant avec les Ndom. En faisant la bise à nos amis, Nathalie s'excuse. Désolée de partir si vite, mais nous allons devoir passer au bureau pour éplucher les cartes. D'ordinaire, c'était Bertrand qui s'en chargeait. Une bise à Marie, une poignée de main à Patrice. Le regard de mon ami est éloquent. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Nat boucle sa ceinture. Il y avait 2 points programmés pour demain matin. Une chance, ils ne sont pas loin du complexe. Je démarre.
À quelle heure avais-tu prévu de rentrer? Midi, comme d'habitude. Mais comme le trajet est plus court, je pense traîner un peu au lit demain matin. Le temps de faire les 500 mètres qui nous séparent du QG de Nathalie et je coupe le moteur. La carte est déjà épinglée sur la table à dessin. Nat me montre les 2 points où elle compte faire ses mesures demain matin. J'ai une envie folle de faire un tout autre point, mais je me contente d'un bisou dans le cou. François, qui était à la piscine, pourrait rentrer sans crier gare et nous surprendre. Je m'applique donc à examiner la carte plus sérieusement. Pas de problème, je connais le coin et... Et quoi? J'hésite encore. Elle voulait rester au lit 1 heure de plus. Ça ne va peut-être pas lui plaire. Je voudrais profiter de cette sortie pour te montrer quelque chose. Elle me regarde, étonnée de mon embarras. D'accord. Si l'on peut joindre l'agréable à l'utile. Je me jette à l'eau. C'est que... il faudrait y être avant le lever du soleil. Le temps qu'elle réalise que je lui propose de sacrifier sa grasse matinée, son expression se fige. Elle s'approche de moi, noue ses mains sur ma nuque. Pour que tu renonces à une petite heure sous les draps en ma compagnie, ça doit en valoir la peine. À peine hésite-t-elle une seconde. Ok, c'est oui. Ses bras autour de mon cou, les miens autour de sa taille, ses yeux, son sourire. Tu verras, tu ne regretteras pas. Elle rit avant de m'embrasser, Ai-je jamais regretté quelque chose avec toi? puis se dégageant, l'air décidé. Bon, tu viens? On va charger directement le matériel dans le patrol. Ça nous fera gagner du temps demain matin. Mon absence de réaction l'interpelle. Eh oh! John! Tu dors déjà? Non, je ne dors pas. Je la prends par les mains. Assieds-toi juste 1 minute, il faut que je te parle de quelque chose. L'air subitement inquiet, elle obtempère. Avoir ta tête, ça n'augure rien de bon. Non, ne t'inquiète pas. Patrice et moi avons juste besoin d'un service. Mais si tu refuses, nous trouverons un autre moyen. Ce sera moins rapide, mais surtout moins sécurisé. C'est tout. Elle se cale sur sa chaise, fronce les sourcils. J'ai toute son attention. Je lui rapporte ma conversation de cet après-midi avec Patrice. Là, on parle de guerre, mais pas une seconde durant mon récit, je ne vois sur son visage le moindre signe de panique ou même d'inquiétude. J'ai devant moi Madame la conseillère de l'ambassadeur des États-Unis. Elle me laisse aller au bout de mon propos et pose quelques questions bien précises. D'où Patrice tient-il ces informations? J'hésite un instant avant de répondre. Je n'en ai pas la preuve, mais je connais bien Patrice, et pour les empêcher d'aller au massacre en ordre dispersé, je suppose qu'il s'est vu contraint de prendre la tête d'une bonne demi-douzaine de mouvements d'insurrection. Autant d'ailleurs qu'il y a de clans dans le sud du pays. Il est respecté de tous, et il est le seul capable de les fédérer. Il a bien dit plusieurs mois? Oui, c'est exactement ce qu'il a dit. Ok. L'air déterminé, elle se lève, va vers le placard au fond du local, en extrait une des mallettes contenant ses instruments de mesure et la pose sur la grande table. Elle l'ouvre. L'intérieur du couvercle bascule. Elle en extrait une petite brochure à couverture bleue, pas très épaisse. Elle prend un bloc et commence à écrire. Je m'approche. C'est de l'anglais. Pendant 10 minutes, sans s'interrompre, elle noircit 2 pages qu'elle détache ensuite et pose à côté d'elle. Puis elle prend la brochure. Elle tourne la tête vers moi avec un sourire. Je vais coder ce que j'ai écrit et qui résume ce que tu viens de me révéler. Normalement, je devrais te demander de sortir pour faire ce travail, mais outre le fait que n'ayant pas été formé pour ça, tu n'y comprendras rien, je trouve ces cachotteries procédurales ridicules. D'autant que c'est toi qui viens de me donner l'info. Encore 10 minutes d'un travail minutieux et le message de 2 pages se retrouve condensé en une dizaine de lignes. Elle le glisse dans une enveloppe, passe l'original et les 5 pages vierges suivantes à la déchiqueteuse, afin, dit-elle, qu'on ne puisse lire le texte imprimé en creux par la pointe du stylo. Elle glisse l'enveloppe dans la poche poitrine de sa chemise, prend une valise sur l'étagère et m'en désigne 2 autres. Tu viens? On charge ça pour demain et on va voir Zoro. Un bisou au passage et je lui emboîte le pas. Zoro est seul, short et t-shirt, devant une terrine de je ne sais quoi et une bouteille de bière. Il est clair que nous avons interrompu son casse-croûte et sa lecture du magazine d'aviation ouvert sur la table. Il s'excuse pour sa tenue, nous pour notre visite imprévue. Après quoi, il nous invite à entrer et à partager son dîner sur le pouce.
Il nous fait asseoir à table, et le temps d'aller chercher 2 autres bières et une autre baguette, nous entreprenons de donner le coup de grâce à sa terrine, qui s'avère être les restes de 2 malheureux lapins accommodés selon une recette provençale. Nathalie la trouve excellente et demande à Zoro s'il peut la lui copier. Déterminée, dit-elle, à la refaire sitôt de retour à Paris. Une des premières choses que j'ai apprises à Nat avant de partir pour l'Afrique est de ne jamais aborder de front le but de sa visite lorsque l'on se présente chez quelqu'un. Il faut attendre pour cela qu'il vous ait invité à entrer et à partager quelques boissons ou nourriture. Ce que nous avons fait avec Zoro, qui, en vieil Africain, s'est bien gardé de nous demander ce qui nous amenait. Les civilités ayant été respectées et la recette recopiée, Nathalie sort la petite enveloppe de sa poche. Sans s'étendre sur les raisons ni le contenu de son message, elle demande à Zoro s'il peut le lui passer, comme il l'a fait pour les bouteilles de whisky. Ce dernier ne fait aucune difficulté, et Nat lui tend l'enveloppe, puis, sur une feuille prélevée au carnet ayant servi à la transcription de la recette, elle lui note la fréquence sur laquelle il doit appeler. Un simple coup d'œil sur le papier. Zoro relève la tête et regarde fixement Nathalie au fond des yeux. Ce n'est pas une fréquence autorisée et, de plus, malgré la puissance de ma radio de bord et le fait que je serais à 12 000 pieds, personne ne pourra capter le signal. On est en limite haute de la bande onde courte. Le sourire de Nathalie est énigmatique, mais sa voix est celle d'une personne sûre d'elle. Ceux à qui le message est destiné le capteront. Zoro ouvre l'enveloppe, jette un coup d'œil sur le texte chiffré et le remet soigneusement dans l'enveloppe. Connaissez-vous le contenu de ce message, monsieur Rin ? D'habitude, il me vouvoie, mais il m'a toujours appelé par mon prénom. C'est dire la solennité de sa question. La réponse est oui, et je précise que c'est très important pour nous tous. Désolé de ne pouvoir en dire plus. Nathalie complète. Vous recevrez 3 bips longs et 1 bip court comme accusé de réception. Zoro me fixe droit dans les yeux. Ce sera fait, Jean, mais pour tout autre que vous, j'aurais refusé. Il se lève, souriant. Je vais chercher la bouteille. Ça vaut bien un verre de ce superbe whisky irlandais. Nous restons encore une petite heure à bavarder avec Zoro. Lui qui a bien dû faire 10 fois le tour de la planète tant il a d'heures de vol, n'a jamais été aux États-Unis. Nathalie lui parle de la Floride et du Texas, mais aussi de la Californie, qu'elle connaît particulièrement bien. Avant que nous ne prenions congé, sa décision est prise. Je savais que je le ferais un jour, mais maintenant, c'est décidé. Je prends une année sabbatique l'année prochaine et je fais le sud des States, à moto.